Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une affaire survenue au 19e siècle, précisément en 1840. Marie Lafarge est devenue l'une des plus célèbres criminelles de l'histoire de France. Elle sépara la France en deux camps, les lafargistes et les anti-lafargistes. Condamnée aux travaux à perpétuité en 1840 pour avoir empoisonné son mari à l'arsenic, cette femme descendante de la noblesse haïe subit la foudre d'une France rurale hostile à la haute société. Elle crée une agitation sans précédent dans le pays de la Corrèze. Aujourd'hui, plus de 170 ans après les faits, son histoire continue de passionner car certains sont persuadés que Marie Lafarge a été victime d'une terrible erreur judiciaire. Alors victime innocente ou coupable machiavélique, voici pour vous aujourd'hui l'histoire de Marie Lafarge, l'empoisonneuse de la Corrèze. Lorsque cette histoire débute en 1839, Marie Capel a déjà passé 20 ans. Elle est belle, intelligente et raffinée, et elle a un caractère bien trempé. Et puis surtout, elle rêve d'amour, le grand, le beau, le vrai. Elle est conduite pour cette raison tous ses prétendants et atteint 23 ans sur l'ombre d'un mari. 23 ans. Pour la France de l'époque, Marie est désormais une vieille fille, ce que son oncle ne supporte pas. Fâché et désespéré, il décide de faire appel à une agence matrimoniale. Et en 2 jours, l'affaire est pliée. Marie Fortunée Capel, 23 ans sans profession, épousera Charles Pouche Lafarge, veuf, gras, épais et inculte, 28 ans, maître de forge au Glandier et maire de la commune de Bessac en Corrèze. Après une unique rencontre où chacun présenta ses garanties et ses bonnes mœurs, dans la précipitation la plus totale, le mariage est organisé et célébré. L'oncle ne veut pas perdre de temps. Pourtant, d'emblée, tout s'oppose à ce mariage d'inclination, tant les milieux fréquentés sont différents. Marie est une Parisienne qui appartient au milieu mondain de la capitale. Charles est un provincial plus traditionnaliste. Marie n'est pas très emballée au départ car c'est loin d'être le grand amour dont elle rêvait. Mais après tout, Charles est riche. Il a un château et une usine, elle finira par s'en accommoder, se dit-elle. Le lendemain de la cérémonie, les époux partent en diligence pour la Corrèze et arrivent au Glandier, commune de Bessac, le 15 août 1839. À l'arrivée, la déception de Marie est terrible lorsqu'elle contemple sa nouvelle demeure et ses environs. Les récits relatés par son mari semblent très éloignés de la réalité. Le merveilleux château qu'il lui a promis est à l'abandon, délabré, sommairement habitable, et l'usine qui selon lui assurait sa prospérité n'est que ruine. L'entreprise paraît même de toute évidence au bord de la faillite. Le choc est tel qu'aussitôt, Marie se retire dans ses quartiers et se refuse à lui. « Madame est dans son bain », dit la petite bonne à Charles lorsque celui-ci veut voir Marie le soir des noces. « Oui, je sais bien, mais je veux rentrer », répond-il. « Mais madame n'est pas habillée. »« Mais c'est bien pour cela que je veux rentrer », insiste-t-il. Il n'y a rien à faire, Marie se refuse à lui et lui rédige une lettre à l'intérieur dans laquelle elle exprime toute sa déception et le prix de la laisser partir sans la suivre, le menaçant même en lui disant que s'il refuse sa requête, elle serait prête à se suicider à l'arsenic, car elle en a. Charles Lafarge est fou de colère et de rage et veut lui parler, mais elle se barricade dans sa chambre comme à son accoutumée. Marie ne supporte pas ce château froid et vieillissant, elle s'y habituée aux belles lueurs de Paris. En plus, je ne vous ai pas dit, la pauvre petite n'est pas seule dans ce château. Il y a bien sûr son mari et sa petite bonne, mais il y a aussi sa vieille belle-mère et un homme qui est semble-t-il le contremaître de l'usine. Et ces deux-là la détestent terriblement et le lui font bien savoir. Mais le pire de tout pour Marie, c'est les rats, il y en a partout. Ça gigote, ça grouille, ça remue, Marie ne les supporte plus. Mais elle est devant le fait accompli et son mari ne l'ayant pas laissé repartir, elle est bien obligée de se calmer et de s'adapter à sa nouvelle existence au Glandier. Elle revient même à des sentiments meilleurs pour son mari, elle fait des efforts, elle commande de l'arsenic en grande quantité aux pharmaciens pour se débarrasser des hordes de rats qui envahissent le château, elle planifie des rénovations dans le château et accepte même de faire des promenades à cheval dans la campagne. Lui aussi consent à changer. Il commence à se laver plus souvent. Et il doit être sacrément amoureux, car il consent même à se brosser les ongles pour lui faire plaisir. Elle lui écrit des petits mots d'amour et va même jusqu'à lui faire un testament en sa faveur, lui léguant tous ses biens. Le mari, touché par son geste, fait de même. Elle lui lègue le château s'il vient un jour à mourir. Marie, elle, en guise de bien, n'a pas grand-chose, mais Charles, lui, c'est tout autre chose.
Un château et une usine, ça reste quand même quelque chose. Au mois de novembre 1839, Charles Pouch-Lafarge décide d'entreprendre un voyage d'affaires à Paris de manière à résoudre ses difficultés financières et à déposer un brevet d'invention pour la découverte d'un nouveau procédé de la fabrication du fer. C'est un voyage qui doit être long. Durant son absence, Marie Lafarge écrit à la pharmacie Essartier d'Uzerche afin de se procurer encore de la mort au rat, car selon ses propres déclarations, le château est toujours infesté par les rongeurs. Marie Lafarge demande également à la cuisinière de confectionner des gâteaux afin de les envoyer à son mari, accompagné de son portrait. Après un voyage de 4 jours en diligence, le 18 décembre 1839, les pâtisseries, faites avec du lait non pasteurisé, arrivent à destination. Le jour même, le baron Lafarge tombe gravement malade. Il doit rester alité toute une journée suite à de nombreux vomissements et des migraines. Il est incapable de quitter sa chambre. Dans l'incapacité de terminer ce qu'il était venu accomplir à Paris, il décide de son retour et arrive au Glandier le 4 janvier 1840. Il tient à peine debout sur ses jambes. À son arrivée, il fait venir le médecin de famille qui croit soigner alors une banale angine. Mais l'état de Charles empire et sa famille commence à avoir des doutes. La belle-mère se met à jaser et à se lamenter. Elle soupçonne Marie et qu'elle n'a de toute façon jamais aimé d'être en train d'empoisonner son fils. Charles Pouch-Lafarge meurt 11 jours après son retour au Glandier, le 14 janvier 1840 à 6 heures du matin, dans d'atroces souffrances, sans que le médecin ne puisse rien faire. Il n'a que 28 ans, un très jeune âge pour mourir, même à cette époque. Le jour du décès, son beau-frère adresse un courrier au procureur du roi dans lequel il évoque l'empoisonnement criminel par sa femme à l'arsenic. Il demande une enquête. Le procureur envoie un juge dès le lendemain, le 16 janvier 1840, et demande une expertise, l'une des premières de l'histoire judiciaire française. L'autopsie pratiquée ne révèle rien. Enfin, oui, il y a bien un peu d'arsenic, mais en traces vraiment minimes. Par contre, dans le château, ah ça oui, il y a de l'arsenic partout. Surtout dans des potions destinées à son mari Charles. Mais c'est pour tuer les rats, s'écrie Marie. Qu'importe, une instruction est lancée contre Madame Lafarge, née Marie Capel. Un mandat d'arrêt est décerné et le jour suivant, un brigadier va chercher Marie au château. Elle est inculpée et emprisonnée. C'est le début des problèmes pour Marie. Début février, le comte de Léoto apprend cette affaire dans la presse et est stupéfait. Il reconnaît bien Marie. Il la soupçonne depuis un moment d'avoir volé une parure de diamant chez sa propre femme, la comtesse de Léoto. Le 8 février 1840, au Glandier, c'est le jour de la perquisition. Les officiers de la gendarmerie, recherchant des preuves quant à l'empoisonnement, mettent aussi la main sur une boîte qui contient des diamants. Les diamants de la comtesse de Léoto. C'est bien Marie qui les a volés. Ces derniers vont être l'objet d'un premier procès à part entière. Des témoins assignés, sortis de nulle part, se succèdent durant toute la procédure. Les jurés parviennent à la culpabilité de la prévenue concernant le vol des diamants. Le 15 juillet 1840, le tribunal correctionnel de Brive rend son verdict et la condamne à 2 ans de prison à l'impression de 1000 exemplaires dans la presse du jugement et à verser en dommages et intérêts à la partie civile 2481 francs. Mais son avocat est habile et 1 mois plus tard, il réussit à faire annuler cette condamnation pour un vice de procédure. Peu de temps après, une mise en accusation contre Marie-Fortuné Capel pour assassinat est lancée par le procureur général du roi, l'envoyant devant les assises de la Corrèze à Tulle. Aussi, c'est devant un jury hostile déjà convaincu de sa culpabilité dans l'affaire du vol de diamants que Marie Capel doit répondre du crime d'empoisonnement de son mari. On présente un rapport de l'investigation chimique de l'estomac et de son liquide ainsi que des vomissements de Charles Pouch-Lafarge faites par Dupuytren et Dubois père et fils, tous 3 chimistes de Limoges. Ce dernier ne fait nullement état de la présence d'arsenic. Dans un même temps, la cour d'assises du département de la Corrèze ordonne l'exhumation du corps de Charles Pouch-Lafarge. Les résultats se révélèrent être négatifs concernant la présence d'arsenic. Une nouvelle expertise est alors ordonnée. Et une 3e, puis une 4e, une suite d'expertises contradictoires, de nombreux médecins et experts sont appelés de partout en France pour procéder à une expertise formelle. Mais il faut beaucoup chercher pour trouver de l'arsenic dans le corps de Charles. Le verdict est pourtant rendu. Marie-Fortuné Capel est déclarée coupable d'empoisonnement sur son mari et condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Elle clame haut et fort son innocence. C'est une machination, et toute la France est secouée par cette affaire de femme empoisonneuse. Une énigme est née. Marie-Fortuné Capel, veuve Lafarge, coupable ou non coupable?
Le 12 décembre 1840, lors de l'audience publique tenue au palais de justice de Paris, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation formé par Marie Capel. Marie est transférée à la maison centrale de force et de correction de Montpellier afin d'y subir sa peine. Sa santé s'altère progressivement durant sa détention et par conséquent, elle est admise en 1851 à l'asile de Saint-Paul de Mosole à Saint-Rémy-de-Provence. Elle passera en tout 10 ans en prison puis fut ensuite graciée par décret en 1852 par Napoléon III. Quelques semaines plus tard, elle décède à Ussat, canton de Tara, le 7 septembre 1852 à l'âge de 37 ans de la tuberculose et est enterrée sous une simple dalle à Ornolac-Ussat-les-Bains, dans l'Ariège. Un doute plane toujours sur cette affaire, justifié par les irrégularités de la procédure et les contradictions des expertises réalisées. Il est même probable avec le recul que Marie ait été innocente. En effet, le corps humain contient naturellement de l'arsenic, ce qui explique la découverte d'un demi-milligramme dans le cadavre de Charles. Par ailleurs, lors des soins administrés à Charles par son médecin, du colcotard lui a été administré, qui contient également cette substance. Enfin, Charles Lafarge aurait pu mourir de plusieurs raisons inexpliquées à l'époque. La première étant l'intoxication à cause des gâteaux à la crème qui avaient voyagé plusieurs jours. Le lait et le beurre non pasteurisé avaient pu tourner. Il a également pu décéder des suites de la typhoïde que l'on savait ni diagnostiquer ni soigner à l'époque. La littérature s'empare également très largement de ce fait divers, avec de nombreux auteurs qui retracent le parcours de l'empoisonneuse. Aujourd'hui, 170 ans après les faits de cette affaire d'empoisonnement, une association ariégeoise demande que Marie Lafarge soit rejugée et réhabilitée. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.